Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique avec au programme deux actualités qui s'entrechoquent, les gilets jaunes et le terrorisme, et Emmanuel Macron au milieu. Ils ont fait la une de tous les journaux depuis plus d'un mois. Les gilets jaunes sont partout, sur les ronds-points, au péage, dans les villes et à Paris, partout jusqu'à ce que la terreur secoue une nouvelle fois la France. Mardi soir, le célèbre marché de Noël de Strasbourg est attaqué par Cherif Chekhat, criminel, fiché S, déjà condamné à 27 reprises. Comment analyser ces deux événements? Quelles conclusions tirer de l'action des pouvoirs publics? Les institutions protègent-elles encore les citoyens ou sont-elles trop occupées à jouer leur propre survie? C'est ce que nous allons tenter de comprendre avec Pierre-Yves Rougeron, le directeur de la revue Perspective Livre et le président du Cercle Aristote. Bonjour. Bonjour Pierre-Yves Rougeron, merci d'être avec nous. Alors première partie de cette émission, on va peut-être s'intéresser à la guerre de l'information. D'une certaine manière, on a vu qu'une information chassait très rapidement l'autre. Alors je préviens les téléspectateurs, l'idée n'est pas de faire de l'anti-sensiblerie ou quoi que ce soit. On partage évidemment la peine des victimes, puisqu'il y a un quatrième mort, ça va sans le dire, mais un quatrième mort en plus a perdu donc la vie vendredi soir des suites des attaques de Cherif Chekhat. Mais finalement, on se dit que, mine de rien, on n'en a pas parlé, mais il y a quand même également 6 personnes qui ont perdu la vie depuis le début des manifestations des Gilets jaunes. Et on voit que, finalement, il y a des importances qu'on met plus facilement en avant que d'autres. Comment vous expliquez ces présentations d'informations ? Alors, dont le dernier, qui est un jeune homme de 21 ans, qui a été traîné par un chauffeur routier polonais. Absolument. Voilà. Donc, avec un bébé de 3 jours. Avec un bébé de 3 jours. Un beau bilan. En réalité, le pouvoir surjoue, par réflexe légitimiste, là on est vraiment dans le b.a.-ba de la communication gouvernementale. C'est-à-dire, on joue l'attaqué, on envoie, d'ailleurs, ça a été, excusez-moi, c'est quand même de la mise en scène que je trouve même à la limite du mauvais goût, quand on envoie M. Castaner arriver à Strasbourg en disant « vous êtes sur une scène de crime » ou dire « nous avons neutralisé le terroriste » comme s'il avait appuyé sur la détente lui-même, c'est du mauvais western. Et de l'autre côté, nous avons un mouvement social qui est anti-gouvernemental et dont les morts ne valent rien. Ce qui a l'effet inverse de ce qui est l'effet désiré, c'est-à-dire de les marginaliser, la mise en minorité les enrage. Alors vous me direz, il y a peut-être une volonté, du moins une petite idée, de les pousser à la faute. Il est vrai que c'est un mouvement qui en fait relativement peu pour un mouvement auto-organisé. J'espère que l'esprit de M. Castaner ne va pas jusque-là. Et s'il n'y va pas, je ne pense pas que c'est par défaut de malice, mais peut-être par défaut d'autre chose. Alors, pardon, excusez-moi, continuez, je vous en prie. Le vrai problème que ça pose, c'est, l'incapacité gouvernementale à traiter deux crises qui ne sont quand même pas... Le territoire n'est pas occupé, la France n'est pas attaquée, qui sont deux crises gérables, de front, et d'être obligé de jouer l'une contre l'autre, ça prouve quand même un essoufflement des hommes d'Emmanuel Macron. Alors, on va vous parler justement de cette récupération que l'on va évoquer un petit peu plus tard. On peut déjà constater sur la partie des attentats de Strasbourg qu'il y a eu des dysfonctionnements, je crois que tout le monde peut l'admettre, sur la partie sécuritaire. Je vous propose de regarder quelques minutes de Xavier Hofer, qui était là pour l'édition spéciale du journal. Le Cherif Chekhat, il était au cœur du filet, puisque c'est un braqueur et qu'il a 27 inscriptions à son casier judiciaire en France. Il s'est peut-être exprimé ailleurs en Europe, mais pour la France, c'est 27. Et en conséquence de quoi, il était au cœur de la cible. Il était repéré. L'infraction qui motivait l'intervention des gendarmes s'était produite en zone gendarmerie. C'était un vol à main armée. Viennent arrêter ce monsieur, Cherif Chekhat, à 6 h le matin chez lui, selon les nécessités de la loi. De ce qu'on me dit, sur place, ils étaient accompagnés d'officiers de police de la DGSI, du renseignement intérieur. Je ne comprends donc pas pourquoi M. Nunez et M. Castaner disent « oui, on n'est pas sûr que ce soit un terroriste ». Les gens de la DGSI ne sont pas là pour arrêter un voleur de poules, quoi. Donc, s'il était là, ça signifie que
la dangerosité de l'individu en tant que potentiel terroriste, avant qu'il soit passé à l'acte, était déjà repéré et connu. Un avis d'un individu en fuite figure à partir de ce moment-là sur tous les ordinateurs de la police et de la gendarmerie. Il y a un avis placardé, si je puis dire, figurant sur tous les ordinateurs de tous les policiers et gendarmes en opération. Cet avis signale l'individu, sa photographie, sa nature dangereuse, le fait qu'il est fichier au FNPTR, le fait qu'il est fiché S, etc. Et donc tout ça est parfaitement clair. On fait un accéléré avant. L'individu, donc, Shekat, il disparaît dans la nature. Et puis, par le pont du Corbeau, qui est une des deux principales grandes voies d'accès au cœur de la ville de Strasbourg. Il arrive dans la zone sous surveillance, à l'angle du pont et du quai, et là, la rue amène directement au marché de Noël, etc. À cet endroit-là, il y a un dispositif de vidéosurveillance. Il est 19h45. Il y a, normalement, un dispositif de contrôle avec des policiers qui vérifient l'identité des gens à côté d'eux. Il y a une camionnette. Dans la camionnette, il y a un ordinateur sur l'écran duquel figure naturellement l'alerte que l'individu en fuite est dangereux. Dieu sait comment, Dieu sait pourquoi, Shekat, qui sur lui a une arme longue, vraisemblablement une Kalachnikov, plus un poignard, passe ce contrôle-là sans encombre, avance dans la rue et 5 minutes après commence à tirer. Ce qu'on me dit de Strasbourg même, c'est que jusqu'à une heure avancée de la journée, on passait comme on voulait, quoi. Toute la matinée, on pouvait encore, ici ou là, franchir la frontière sans trop de problèmes. Alors certes, on l'a dit, Pierre-Yves Augeron, depuis Chérif Shekat a été neutralisé, comme l'a expliqué Christophe Castaner. Il n'en reste pas moins que visiblement, il aurait été possible de sauver la vie de plusieurs personnes qui ont été victimes de Chérif Shekat. Il aurait pu être arrêté à chaque étape de son parcours criminel. Premièrement, il a 29 ans, il a 27 condamnations. Il est libre. Premier problème. Alors, et non des moindres. Premier problème, non des moindres. Bon. Il est radicalisé, il est fiché pour ce fait. Bon, évidemment, ceux-là, alors s'ils portaient des lunettes de piscine comme un vulgaire gilet jaune, on pourrait les arrêter préventivement. Heureusement pour eux, ils n'ont pas l'idée de porter un casque blanc ou un casque de chantier ou des lunettes de piscine, donc on ne les arrête pas préventivement. Encore heureux, sinon, de toute façon, on serait sifflé en état d'ivresse sécuritaire par la Cour européenne des droits de l'homme. Tant mieux. Donc, il aurait pu être arrêté du fait de sa radicalisation. Il aurait pu être arrêté, certes, le matin, bon, ça arrive, un raté policier, bon, il suffit qu'il ne soit pas là, vous savez, une perquise, c'est une perquise, il est là, il n'est pas là, bon. L'affaire Dupont est extraordinairement grave. L'affaire Dupont est extraordinairement grave. Ça veut dire que les équipes n'étaient pas préparées, ça veut dire que les agents n'ont pas vu l'ampleur de leur tâche. Je dirais même que quand il a commencé à tirer, il a été blessé par nos forces de sécurité, qui étaient des militaires liés à Sentinelle. Moi, je suis extrêmement critique du dispositif Sentinelle parce que ça épuise psychologiquement nos hommes et ça les empêche de s'entraîner. Sans vouloir faire de mauvais esprit, le fait qu'ils soient sortis vivants d'un échange de tirs avec nos militaires, qui sont quand même très bien entraînés, prouve, je pense, à mon sens, que nous prenons sur leurs ordres d'entraînement, donc en frontal, ils ont été moins efficaces qu'ils n'auraient pu l'être, mais eux ont fait leur boulot et doivent être salués pour ça. Ensuite, ils quittent les scènes, ils se cachent pendant 48 heures, et c'est a priori une de ses erreurs à lui qui a fait qu'il a pu être abattu. Le terme neutralisé est un terme idiot. Je comprends qu'il plaise à Castaner parce que les moulins à vent aiment la brise, mais le terme neutralisé est idiot. Nous l'avons abattu, c'est fini, malheureusement. Ne rangez pas tout de suite les bougies et les peluches. Rendez-vous pour le prochain. Parce que le profil de ce jeune homme est un profil qui, à la rigueur, avant Mohamed Merah, était un profil dont nous avions perdu l'habitude, vu que nous ne l'avions vu que lors des réseaux calcales. Mais depuis Mohamed Merah, le profil de l'hybride est le profil commun des attaques terroristes. Koulibaly, c'est ça. Les frères Kouachi, c'est ça. Le Bataclan, c'est ça. Nous n'avons toujours pas compris que dès
que quelqu'un qui est un professionnel du crime. À 27 condamnations, on n'est plus en CAP chouf, hein, petit gardien de cocaïne, petit gardien de trafic de drogue. On n'est plus en CAP chouf. On est en bac pro attaque à main armée. Bon. C'est à ce moment-là qu'ils doivent être neutralisés, enfin qu'ils doivent être abattus, puisque bon, a priori, de toute façon, ils comprennent que ça. Et puis de toute manière, une fois qu'ils sont radicalisés, disons qu'ils sont dans le fanatisme religieux, voir les houris, donc voir les vierges et voir Allah, c'est à peu près tout ce qu'ils ont à négocier. Bon, on peut s'arranger si c'est que ça. Le vrai problème, c'est que nous n'avons pas pris en compte le fait des hybrides. Nous n'avons pas pris en compte que le seul moyen d'écraser cette menace, c'est d'assécher son vivier de recrutement en écrasant la grande criminalité. Ça, ce qui est dommage, c'est qu'avec le CV romantique de Christophe Castaner, qu'il ne puisse pas y penser, mais n'est pas Vidocq qui veut. Alors, on a vu, donc, Pierre-Yves Rougeron, de nombreux dysfonctionnements dans cette affaire. Évidemment, ces dysfonctionnements, on a été tenté à plusieurs reprises dans l'exécutif de les mettre sur le dos des Gilets jaunes qui ont mobilisé, et c'est vrai, il faut l'avouer, surtout samedi dernier, une grande partie des forces de l'ordre. Est-ce que finalement, on n'a pas l'impression que la récupération commence ici ? Alors, qu'un pouvoir qui théoriquement est dépositaire de souveraineté. M. Macron n'a toujours pas avoué qu'il ne l'était pas. Et qu'il était, je reprends les mots de Thierry Ardisson, hein, comme quoi la lumière tombe assez bas dans les étages maintenant, le Gauleiter au service de Juncker. Bon, donc, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Il ne l'a pas avoué. Donc il se présente comme président de la République, c'est-à-dire comme chef, alors ce qu'il n'est pas, d'un État alors qu'il n'y en a plus. Donc, les gens le prennent pour tel, et lui donne les responsabilités afférentes à sa fonction. Ses fonctions constitutionnelles, même s'il s'assoit dessus à intervalles réguliers. Il n'arrive pas à gouverner, parce qu'il n'a plus les instruments de souveraineté, donc il a le ministère de la parole. Et donc, comme il ne peut pas assumer son échec, parce qu'a priori ça lui coûterait trop à titre personnel, et aux équipes qui lui restent, parce que bon, quand on en est à la nomination de Christophe Castaner, c'est quand même qu'on est dans la à racler les fonds de tiroir quand même. Il en va à accuser une population qui, je suis désolé, respecte ses droits constitutionnels. Ils manifestent, il y a un droit de manifester en France. Ils n'ont séquestré personne. Ils exercent leurs droits civiques. Il y a eu un déchaînement de violence, et je pense encore que les flics temporisent dans la dernière manifestation du côté, je suis désolé, des forces de l'ordre, que je n'incrimine absolument pas, j'incrimine absolument pas les agents. J'incrimine ceux qui leur ont donné des ordres parce qu'ils ont investi sur la lutte contre un mouvement social et sous-estimé les menaces réelles qui sont la jonction, pas uniquement le djihadisme. Le djihadisme est, si vous voulez, un épiphénomène par rapport à l'islamisation lente. Mais c'est la jonction de cette islamisation lente et du grand banditisme, qui est une véritable menace de sécurité intérieure. Parce qu'elle peut être le réceptacle de n'importe quelle ingérence étrangère. Or, nous avons déterminé les capteurs de nos services de renseignement sur la lutte contre le mouvement social, sur la lutte contre les mouvements minoritaires. Je rappelle que lors de l'état d'urgence, les premiers arrêtés, ça a été des militants écologistes. Et même contre le fantasme de la conjuration du bistrot d'extrême droite, tout ça pour obtenir ce type de raté qui est lié à un fait très simple, et là je prends un parallèle avec l'histoire militaire, que j'emprunte à mon ami Laurent Henninger. Une armée, comme l'armée française au XIXe siècle par exemple, qui a fait de la répression sociale, qui a fait la schlag, elle désapprend à faire la guerre. Eh bien, des services de renseignement qui ne s'attaquent qu'à des prolos et à des militants écolos, quand ils sont en face de fanatiques dangereux, liés au grand banditisme, donc avec une expérience à la fois, disons, du fait de disparaître dans un environnement, et particulièrement dans un environnement multiculturel où nos policiers ne vont plus. Donc, si vous voulez, cas typique Molenbeek en Belgique, où nos quartiers de non-droit, ils disparaissent chez eux. Bien sûr. Donc, ils savent faire ça, ils savent se procurer des armes, et ils savent faire, à peu de frais, des coups qui, il est vrai, militairement ne sont pas, si vous voulez, c'est pas le gazage du métro de Tokyo par le secteur, si vous voulez. Mais ça peut paralyser un pays sans problème. Néanmoins,
Et nous n'avons toujours pas compris cette jonction de la menace prioritaire, et nous continuons à envoyer nos hommes perdre leur temps et à utiliser nos forces de sécurité intérieure pour une pure perte de temps dont le seul effet est, de les affaiblir, les deux seuls effets, pardonnez-moi, d'affaiblir nos forces de sécurité intérieure, de pourrir le climat social. Alors justement, en parlant de ça, on va regarder quelques images où les forces de l'ordre étaient largement occupées samedi pour l'acte 4, donc samedi dernier, à fouiller les manifestants, notamment en marge des Champs-Élysées, pour observer ce avec quoi ils entraient dans la manifestation. Et on va voir un peu tout le dispositif qui a permis de contenir les manifestants. 4000 forces de l'ordre pour boucler la plus belle avenue du monde. C'était le dispositif initialement prévu. Ici en rouge, tous les barrages censés filtrer les manifestants voulant accéder à la zone. Fait rarissime, une douzaine de blindés de la gendarmerie comme celui-ci ont été appelés en renfort. Ils sont capables notamment de dégager des barricades ou des carcasses de voitures incendiées. Alors des barrages, des canons à eau, des blindés. Le ministère de l'Intérieur a visiblement mis les petits plats dans les grands. C'est dommage que c'était pas la même chose à Strasbourg, quoi. Finalement, on est un peu tenté de se dire. C'est dommage que nos ultramontains et salafistes radicalisés ne veulent pas s'attaquer à Emmanuel Macron, parce que ça leur aurait, ouvert les portes d'une vraie répression policière. Ils n'y ont pas eu le droit, contrairement aux Gilets jaunes. Je rappelle que si on en croit le Dauphiné, un hélicoptère militaire était prêt à exfiltrer Emmanuel Macron. C'est une farce lugubre. C'est une farce lugubre. Les Gilets jaunes n'ont jamais eu la volonté de s'attaquer à lui personnellement. D'ailleurs, pour beaucoup, ils sont restés en province pour éviter ce qui était de toute évidence une gigantesque souricière à Paris. Et ils ne l'ont fait pas par lâcheté. Si vous voulez, c'est sociologique. C'est un mouvement dont les bases sont des jeunes retraités, des pères de famille qui n'ont plus rien à perdre parce qu'on leur a déjà tout pris, d'un point de vue économique comme d'un point de vue symbolique, et des mères célibataires à qui on a tout pris au carré. Qu'est-ce que vous voulez que c'est que ces gens-là ne sont pas dans la dérive insurrectionnelle? Ils rappellent leur présence parce que la France périphérique, c'est-à-dire 60% de la population au total, la majorité, c'est quand même eux. Quoi qu'on en pense. Ils n'ont jamais voulu toucher un cheveu de la tête d'Emmanuel Macron, qui a surjoué. J'avais vu une coupure de presse disant que les ministres avaient peur pour leur vie. Non, mais faut, à un moment, si vous voulez, la décence élémentaire fait que non, personne n'a jamais voulu toucher à Christophe Castaner, même si peut-être 2 gifles lui feraient le plus grand bien. Mais personne n'y en a jamais eu l'idée. On a surjoué la menace insurrectionnelle comme si c'était le 6 février 1934. Ça n'en a absolument aucun rapport. Je rappelle que la revendication politique, au-delà des affaires de pouvoir d'achat, avant tout, l'une des seules revendications sur lesquelles le mouvement des Gilets jaunes s'entend, c'est le RIC, le référendum d'initiative civique, ou citoyen, comme vous souhaitez selon les appellations. Vous voyez, ce sont des gens qui veulent plus de démocratie. Ils ne veulent pas... Ils demandent certes un retour de la verticalité de l'État, mais il n'y a pas de dérive autoritariste de ce mouvement. Et on les prend comme si c'était une menace contre la République. Ça, c'est un mauvais film. Alors que dans le même temps, la jonction d'une partie décadente de l'extrême gauche et, disons, d'un certain fondamentalisme islamique est en train d'occuper subrepticement nos universités, l'appel des coloniales il y a quelques semaines, c'est-à-dire qu'une partie, disons, de gens qui professent universitairement l'anti-France pour pouvoir injecter un venin dans les populations de Français récents ou dans les populations immigrées, ont trouvé comme asile l'université française parce qu'il n'existe plus dans la société. Cette extrême gauche-là a été pulvérisée politiquement. Ça, c'est une véritable menace pour les années à venir. Vous avez remarqué, personne ne s'en occupe.
La lutte contre le salafisme, vous avez vu les brillants résultats à Strasbourg. À un moment, on est en droit de s'interroger sur la dérive personnelle du pouvoir. C'est-à-dire qu'à défaut de sauver une souveraineté qu'il n'a pas, Emmanuel Macron entend sauver une couronne qu'il entend garder. Malheur au pays dont le roi est un enfant, dit l'Évangile. Alors on l'a vu, cette répression était importante à l'égard des Gilets jaunes. On a vu de très nombreuses arrestations, plus d'1 millier uniquement sur Paris, et de très nombreuses gardes à vue. On a l'impression que finalement, entre cette violence surjouée, entre guillemets, de la part de l'État et cet attentat, le gouvernement s'est dit, bon, on a la bonne occasion pour nous éviter finalement l'acte 5. On va regarder quelques tweets sur ce sujet. Perso, je pense que le mouvement des Gilets jaunes doit continuer. C'est vrai, c'est très triste pour ce qui est arrivé à Strasbourg, mais ce n'est pas notre faute, ne pas tout mélanger. Le gouvernement tient à en parler un max pour nous faire oublier notre mouvement? Non. Les Gilets jaunes ne sont pas responsables de la fusillade. Pourquoi instrumentaliser l'événement dramatique de Strasbourg, qui mérite plutôt une communion républicaine, pour régler un conflit social et politique? Cela me paraît indécent. Le gouvernement instrumentalise les morts de Strasbourg pour exiger l'arrêt des manifs. Des éditocrates répètent sa com et mentent sur le virage social qui, hormis la CSG, est une arnaque. Macron prouve que la rue peut le faire reculer. Bref, tous les masques tombent. Le gouvernement profite de l'attentat de Strasbourg pour demander aux Gilets jaunes d'arrêter les manifestations. La résilience commande de ne rien changer à notre mode de vie. Cesser ce grand mouvement démocratique serait concéder une victoire aux terroristes. Inacceptable. Il y a eu un attentat à Strasbourg sur un marché de Noël. Du coup, le mouvement des Gilets jaunes doit s'arrêter. Par contre, les marchés de Noël peuvent continuer. Je crois que je ne comprends pas la logique. Le gouvernement nous a dit qu'il fallait nous habituer à vivre avec le terrorisme. Nous allons donc manifester samedi comme si de rien n'était. Alors c'est vrai qu'on se rappelle du gouvernement qui nous expliquait qu'il fallait désormais s'habituer à la menace terroriste. C'est M. Valls, je crois, qui nous avait promis ça avant ces longues vacances barcelonaises. Vacances, malheureusement, c'est pas vraiment des vacances, c'est pour les Catalans que ça va être plus dur. Oui, mais nous compatissons avec eux. Nous l'avons gardé 20 ans après tout. En tous les cas, on a vu que le gouvernement a saisi finalement la balle au bond pour tenter de jouer sur la corde sensible, peut-être même un peu sur la peur d'ailleurs, en disant regardez, c'était d'autant plus que c'était avant la neutralisation de Cherif Chekhat et qu'il pouvait donc jouer sur la menace terroriste qui aurait pu peser directement sur les Gilets jaunes, à plus forte raison qu'il y a eu plusieurs messages de Daesh en ce sens-là, avec des montages qui circulaient sur les réseaux sociaux. Alors, si vous voulez, prenons les points un par un. Je me permets sur les revendications. Le problème de l'État islamique, c'est que l'État islamique revendique tout et n'importe quoi. Et a posteriori, donc c'est assez facile. A posteriori, donc, par exemple, ils ont, Alain Bauer l'avait détaillé une fois de manière assez brillante, ils ont des formulations, par exemple, quand il dit « Allah l'a voulu », ça veut dire « on y est pour rien, mais on est très content ». Donc prenez ça comme une revendication, mais fondamentalement ce n'en est pas une, parce que nous ne connaissions pas ce brave personnage jusqu'à ce qu'il ait son passeport pour aller voir les houris. Bon, non, mais, si vous voulez, l'État islamique a cette capacité de la revendication polymorphe. Donc si vous voulez, ils peuvent revendiquer tout et n'importe quoi. Donc il faut une guerre médiatique, surtout maintenant qu'ils ont été quand même largement réduits militairement. Et ils utilisent leur propre guerre de l'information pour, si vous voulez, comme le vilain petit diable dans sa boîte qui dit « je suis toujours là ». Donc, si vous voulez, de dire « ils ont revendiqué », ils pourraient revendiquer n'importe quoi. Donc, si vous pouvez mettre ce point-là un tout petit peu à part. Je remarque à la fois, dans les tweets que vous avez proposés, un excellent choix, je remarque une sagesse populaire énorme, et je remarque même, bon, je mets de côté le cas Kuzmanovic qui a une position, une très bonne position, mais ça ne me surprend pas du personnage. Je remarque des marques de sagesse chez Thomas Guénolé, chez Clémentine Autain, ce qui prouve quand même que le discernement est une chose qui est présente en chacun de nous. Il suffit parfois de l'utiliser, même chez des gens dont on n'aurait jamais cru qu'ils l'utilisent tant que ça. 1. On nous a dit les sociétés doivent être fortes et résilientes. Donc, après le Bataclan, c'était « je suis en terrasse ». Après Strasbourg, barricadez-vous chez vous. Bon.
Elle est où la France forte de François Hollande qui mettait des drapeaux à ses fenêtres ? On en est à regretter la France forte de Flamby. Je ne sais pas si Emmanuel Macron se rend compte de ce qu'il est en train de faire. Surtout pour le président jupitérien, fort, Poutine à Versailles, pectoraux en avant. Là, ça fait quand même plutôt le président rouge-rose de peur. Si vous voulez, il affaiblit le peu qui reste de la statue qu'il a eu tant de mal à sculpter et à surtout nous faire croire qu'elle ait existé un jour. Et surtout, et c'est beaucoup plus grave, en disant « rentrez chez vous », en disant « les libertés publiques, nous ne les suspendons pas, mais vous devez de vous-même ne plus les utiliser par peur du terroriste ». Je ne sais pas s'ils se rendent compte, qu'ils affaiblissent terriblement la parole de l'État, parce que ça veut dire « nous ne pouvons pas nous protéger, donc barricadez-vous, ça sauvera peut-être vos vies ». Et deuxièmement, en utilisant la racaille, parce que c'est pas du terrorisme politique, on n'est pas face à l'IRA, on n'est même pas face à l'ETA. On est face à de la racaille qui, pour se venger d'être des ratés, se paye à pas cher un aller simple pour l'au-delà. C'est tout. Si vous voulez, c'est la dernière chance de ceux qui ont pourri la société toute leur vie. C'est ça, les hybrides. Ce ne sont pas des militants politiques, comme vous pouvez l'imaginer, même avec des gens assez infects, comme Carlos ou d'autres. Mais eux qui, au moins, avaient un but politique, quelque chose de négociable. Eux, ils veulent juste réussir leur mort là où ils ont raté leur vie. Or, nous devons céder à ces gens-là. Et le pire, c'est que l'État prend appui sur ces gens-là pour faire reculer les libertés publiques. Comme la bourgeoisie prenait appui sur la racaille, sur les syndicats jaunes et sur les briseurs de grève pour faire reculer les mouvements sociaux au XIXe siècle, c'est discréditer lourdement la parole et la neutralité de l'État. Et il faut vraiment que la souveraineté ne soit plus ressentie, qu'elle ne soit plus apprise, que son sens ne soit plus compris, pour qu'on en arrive à ce type d'association intellectuelle de la part de gouvernants français qui ne se rendent même pas compte du terrible aveu qu'ils font en demandant aux gens de céder à la peur. Comme disait Charles Pasqua, il faut terroriser les terroristes et non se laisser terroriser. Alors j'irai encore plus loin, puisqu'on a vu en marge des manifestations, notamment en fin de journée, des casseurs arriver, des Black Blocs. Et par ailleurs, bizarrement, on a vu que les blindés qui étaient mobilisés pour les Gilets jaunes étaient partis, quant à eux, aux alentours de 18-19 heures avec la tombée de la nuit. Pourtant, c'est précisément le moment où, en règle générale, la situation dégénère. C'est donc un peu étonnant comme choix politique, là encore. Là, on voudrait faire douter de l'État, on ne s'y prendrait pas autrement. Surtout que, 2 points, un sur les casseurs, un sur les Black Blocs. Ils ont un point commun. Ces 2 groupes ont un point commun. Ils sont tous fichés. Tous. Ils appartiennent à 2 catégories différentes. Les casseurs appartiennent à ce qu'on a la criminologie du 19e siècle appelée des criminels d'habitude, c'est-à-dire des gens qui vivent de rapine. Alors eux, si vous voulez, d'ailleurs ce brave Strasbourgeois radicalisé et neutralisé aurait pu être un casseur, pourquoi pas, hein, s'il n'avait rien à faire de son samedi. Et ce sont des gens qui vivent de rapine. Oui, c'est des casseurs-pilleurs d'ailleurs. Voilà, on avait les chasseurs-cueilleurs dans le temps, maintenant c'est les casseurs-pilleurs. Tout à fait. Ouais. Or, ces gens-là auraient dû être écrasés par la puissance d'État depuis longtemps. Ils ne le sont pas alors qu'ils sont tous fichés. Je rappelle que ces gens-là viennent à 90% de banlieue parisienne et qu'ils prennent pour venir les transports en commun. Que donc les systèmes de caméras de surveillance et de reconnaissance faciale, on les voit depuis leur arrivée. Ils auraient pu être arrêtés à n'importe quel moment. En tous les cas, on les voit arriver aux manifestations. Et on les voit arriver aux manifestations. Et je rappelle quand même que beaucoup de Gilets jaunes ont été arrêtés dès les gares parisiennes, dès les gares de l'Est particulièrement. Or, ces gens-là n'ont pas été arrêtés à la sortie du RER. Prenons le cas des Black Blocs. Les Black Blocs, sociologiquement, c'est les fils à papa. Bon, je me rappelle, il y avait une étude sociologique sur ceux qu'on avait arrêtés. Bon, ce sont des petits cadres en entreprise qui s'encanaillent avant de suivre la voie paternelle du parasitisme. Très bien. Or, ces gens-là sont tous connus, tous fichés. Alors à un moment,
je ne dis pas qu'on les laisse venir. Je demande que la préfecture de police de Paris réponde clairement à ces questions. Et la réponse claire, c'est soit, on les a fait venir, soit on est des brels. Il n'y a pas 40 solutions. Quand on est incompétent à ce niveau-là, on l'accepte, on l'avoue, et on démissionne. En fait, on a l'impression finalement que le pouvoir répressif est capable de réprimer son peuple sans grand problème, mais beaucoup moins quand il s'agit de réprimer finalement ses véritables ennemis, ceux qui mettent en cause la sécurité de l'État en tant que tel. Alors, quand je dis de l'État, c'est du peuple. Non, mais bien Pas des évidemment, institutions, si vous voulez, l'État est l'organe incarné de la survie collective, donc il est là pour protéger la population. Ce n'est pas le seul rôle de l'État, mais c'est son rôle premier. Si nous lui avons donné notre capacité de violence individuelle, c'est pour ça. Or, je le répète, il n'y a pas, que ce soit en France où on en parle beaucoup moins de nos compatriotes, par exemple de la Réunion, qui souffrent énormément et qui ont un mouvement parallèle aux Gilets jaunes en ce moment, ça on en parle beaucoup moins, ce qui est bien dommage, et qui, eux, prennent aussi une vague répressive énorme alors qu'ils ont des revendications totalement justifiées, alors que ces populations ne veulent pas l'insurrection. Par contre, on fait des cadeaux à la racaille, quand on leur fait pas des petits poutous comme le président Macron l'avait fait à Saint-Martin, rappelez-vous. Hein, il a une certaine fascination pour le lumpenprolétariat, tout à fait typique de sa classe d'ailleurs. Mais, si vous voulez, il y a deux explications principales à ça. Premièrement, il y a le fait que, parce qu'ils ont peur qu'il y ait un engrenage en cas de répression de la racaille, on en arrive à des émeutes type 2005, etc. Le problème, c'est que si c'est le cas, ça veut dire que le lumpenprolétariat a pris la France en otage depuis 25 ans. À un moment, il va falloir affronter ces bandes criminelles. En plus, elles sont 700, elles sont territorialisées. Nous avons les noms, nous avons les chefs, nous savons exactement comment écraser ces réseaux. Ce sont des gens qui entrent dans la carrière criminelle, ils sont choufs, c'est-à-dire qui gardent le shit, ils sifflent quand il y a les flics, quand ils ont 11-12 ans, et ensuite ils font une carrière criminelle. Toute tracée. Toute tracée. Nous les connaissons par cœur. Bon. Mais alors, il y a ce fait de lâcheté, qui est typique, qui, si vous voulez, qui est un peu la même chose que on laisse les manifestants de gauche violents depuis l'affaire Malik Oussekine. On a peur d'eux. Bon. Et vous avez la deuxième, qui est beaucoup plus grave, là encore, que j'émets comme hypothèse en tant que chercheur, que j'espère fausse, qui est que le pouvoir est quand même très heureux qu'il y ait un lumpenprolétariat pour que les classes moyennes et populaires se tiennent tranquilles, parce que le dernier argument du pouvoir qui aura tout raté, c'est de dire c'est soit moi, soit eux. D'accord ? Avec qui vous préférez pour vous faire les poches ? Castaner, pour le moment, il y a les deux, donc comme ça. Pour l'instant, il se divise très bien la tâche. Pour l'instant. Alors justement, en parlant de se faire les poches, on a vu qu'Emmanuel Macron avait essayé de redorer son blason aux yeux des Français avec une prise de parole lundi dernier, une prise de parole de 12 minutes solennelle où il a essayé de faire preuve d'écoute, de compréhension. On va regarder quelques minutes et puis on en parle ensuite. Je prends ma part de cette responsabilité. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. Je veux ce soir être très clair avec vous. Si je me suis battu pour bousculer le système politique en place, les habitudes, les hypocrisies, c'est précisément parce que je crois plus que tout dans notre pays et que je l'aime. Les retraités constituent une partie précieuse de notre nation. Pour ceux qui touchent moins de 2 000 € par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. L'effort qui leur a été demandé était trop important. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 € par mois dès 2019, sans qu'il en coûte 1 € de plus pour l'employeur. Je veux renouer avec une idée juste, que le surcroît de travail accepté constitue un surcroît de revenus. Les heures supplémentaires seront versées sans impôt ni charge dès 2019. Et je veux qu'une vraie amélioration soit tout de suite perceptible.
C'est pourquoi je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Et cette prime n'aura à acquitter ni impôt ni charge. Grand seigneur, Emmanuel Macron. Petit baron. Mais c'est l'antithèse de ce qu'on attend d'un président sous la Ve République. Si vous, pardonnez-moi, mais comme ami des libertés publiques et particulièrement de nos libertés constitutionnelles, j'ai été absolument outré par ce numéro de pleurniche de la part d'un homme qui, je le rappelle, est censé détenir le feu nucléaire. Quand on n'est pas capable de tenir son propre mépris de classe, on ne vient pas s'en excuser comme un sale gosse. Je vous ai blessé. Il manquait plus que le bout d'oignon pour qu'il puisse essayer d'avoir une vraie larme à l'antenne. Il manquait plus que ça. Passer du président Jupiter à Victor Newman, feu de l'amour, si vous voulez, c'est d'une médiocrité. Quelle culture. Non, quelle culture. Mais si vous voulez, sincèrement, c'est abaisser nos institutions comme elles ne l'ont jamais été. Et pourtant, en termes de médiocrité, nous avons eu Valéry Giscard d'Estaing, nous avons eu Nicolas Sarkozy, nous avons eu François Hollande, ce qui est déjà un beau trio gagnant. Comme quoi, c'est jamais fini. Alors, ce qu'on a vu aussi, c'est que ces propositions, évidemment, elles allaient de pair avec des dépenses pour le budget public. Et alors, justement, il n'a pas fallu longtemps pour que la meilleure amie, habituellement, d'Emmanuel Macron, montre le bout de son nez. 57 minutes. La Commission européenne a mis 57 minutes, ce qui, bon, c'est lent pour un décollage de vautours. Les vrais dans la nature le font plus vite. Mais pour l'administration la plus lourde depuis la chute de l'Union soviétique, c'est un temps record de réaction. Or, ils ont dit nous regarderons scrupuleusement, donc ça veut dire tu resteras dans les clous de la dominance européiste, dont on sait qu'elle est économiquement injustifiable et économiquement contre-productive, mais c'est pas grave. La récompense de l'esclave, c'est l'alourdissement des chaînes. Donc, Emmanuel Macron a voulu être un bon Européen. Eh bien, il est récompensé par un surcroît de servitude, il devrait être content. La seule chose, c'est que si vous voyez les dépenses, entre guillemets, premièrement, Emmanuel Macron n'a pas promis grand-chose, déjà et d'une. Je demanderai aux employeurs qui le peuvent, ce qui veut dire là, on est dans le rien. Les fameux 100 € qui a donné ce slogan populaire dans les 5 minutes qui ont suivi, le tape à 100 balles, que j'ai trouvé génial, ça c'est une preuve de génie populaire du tac au tac, ce qui prouve aussi qu'il n'est plus président de la République. Sa parole vaut plus rien. Alors il peut jouer le dépressif, il peut faire ce qu'il veut, aujourd'hui c'est fini. C'est fini parce qu'il a amoindri sa propre fonction. Il y a des tas de moyens de relancer l'économie de ce qu'on appelle, j'emprunte le mot à mon ami Philippe Murer, de ce qu'on appelle de réduire de ce qu'on appelle la réduction de déficit sans larmes. Il y a des tas de manières de le faire. La seule chose, c'est que ça, Emmanuel Macron ne veut pas y toucher parce que ça touche la caste oligarchique. Il aurait tout à fait les moyens, ne serait-ce que par la TVA sociale. TVA sociale, opération totalement indolente, et même encore permise par le droit de l'Union, peut-être plus pour très longtemps, mais à l'instant T, elle l'est. Zéro, vous avez remarqué, vous n'avez jamais entendu ça dans sa bouche. Rien. Non, on en reste à de l'austérité bête et méchante. Et le pire, c'est que oui, il fallait, suite à cette crise populaire majeure, que le président de la République parle, mais encore aurait-il fallu qu'il fût un chef, parce que là, ces annonces-là, en dehors du côté psychodrame absolument surjoué, sont dignes de Gérard Darmanin, pour vous dire le problème. Ce sera le mot de la fin. Pierre-Yves, merci beaucoup d'être avec nous. Avant de se quitter, vous allez quand même nous dire un mot sur le Cercle Aristote dont on a parlé, dont vous êtes président. Alors, nous organisons donc mon équipe présentera le lundi 17 décembre. Donc lundi qui vient. Lundi qui vient, mon équipe présentera un ouvrage qui est un peu le bilan de nos 10 premières années de travail, qui s'appelle « Pourquoi combattre ?», qui est disponible sur notre site cerclearistote.com, dans lequel d'ailleurs ceux qui voudraient pourraient s'inscrire à cet événement, qui est un ouvrage collectif de formation avec à peu près une 60aine d'auteurs pour donner à réfléchir particulièrement à la jeune génération militante. Voilà.
Et alors, si on veut fêter avec vous cet anniversaire, Pierre-Yves, où est-ce qu'il C'est faut aller ? au 1 boulevard du Montparnasse, qu'a fait le François Copé, à 20h. Mon équipe présentera donc cet ouvrage. Voilà. Parfait. Écoutez, merci beaucoup Pierre-Yves Rougeron d'avoir été avec nous. Je crois que vous reviendrez nous présenter cet ouvrage un peu plus tard, au courant du mois de janvier, pour fêter la nouvelle année, sans doute. Avec plaisir. Merci beaucoup Pierre-Yves, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de vous inscrire en cliquant sur la petite cloche pour vous abonner à cette nouvelle chaîne sur YouTube, chaîne TVL. Et puis rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.